Chunk One. De l'extérieur, Ali MacGraw et Steve McQueen ressemblaient au couple de stars hollywoodiens parfaits. Belle demeure, voiture de luxe, événements sur tapis rouge. Mais derrière les portes closes, McQueen enregistrait leur conversation et l'interrogeait pendant des heures. En 1976, il a pointé une arme chargée sur sa tête pendant 30 minutes, exigeant des aveux de liaison qui n'ont jamais eu lieu. Elle cachait ses bleus avec du maquillage et inventait des excuses à ses amis. Quand elle a finalement dit la vérité des années plus tard, certaines personnes ne l'ont pas cru. Le roi du cool avait un côté beaucoup plus sombre qu'Hollywood essayait de cacher. L'enfance d'Ali MacGraw a été remplie de choses qu'elle ne pouvait pas comprendre à l'époque. Son père, Richard MacGraw, avait un passé douloureux qui a façonné qui il est devenu. Il est né dans le New Jersey et a été abandonné par ses parents lorsqu'il était enfant. Il a grandi dans un orphelinat complètement seul et s'est enfui en mer à l'âge de 16 ans. Après avoir étudié l'art à Munich, il s'est installé en Amérique, mais le mal était déjà fait. Ali a dit un jour que son père avait toujours peur et était en colère. Il n'a jamais pardonné à ses parents de l'avoir abandonné, et cette douleur s'est manifestée de manière violente. Il explosait devant la famille et Ali vivait dans la peur constante de savoir dans quel état d'esprit il serait. L'a décrit comme violent plus d'une fois dans des interviews. Sa colère, mêlée à l'alcool, rendait leur foyer instable. Dès son plus jeune âge, Ali a appris à rester silencieuse, essayant toujours d'éviter de déclencher quelque chose de pire. Cette peur a façonné la façon dont elle allait plus tard gérer l'amour, se sentant toujours attirée par des hommes pas nés forts qui semblaient pouvoir la protéger. Sa mère, Frances Cline MacGraw, avait son propre secret. Elle est née en 1901 de parents immigrés juifs hongrois, Maurice Cline et Pauline Dunn, venus de Budapest, mais elle a caché ses racines juives à Richard pendant tout leur mariage. Frances savait que son mari était fortement sectaire et craignait sa réaction, alors elle a fait semblant de ne rien savoir de ses origines. Ali n'a appris la vérité qu'à l'âge adulte. Pendant des décennies, sa mère a vécu avec ce mensonge, cachant qui elle était pour maintenir la famille unie. Frances avait été artiste et avait même enseigné à Paris avant de s'installer à New York. Elle avait déjà 38 ans lorsqu'Ali est née en 1939, ce qui était considéré comme tardif à l'époque. La peur constante que son identité soit découverte n'a fait qu'ajouter à la tension familiale. Cette pression a affecté la façon dont Frances a élevé Ali, jamais trop ouverte, jamais trop honnête. Et cela a montré très tôt à Ali que cacher des vérités douloureuses faisait partie de la vie. Quand Ali a été envoyée à Rosemary Hall, un pensionnat d'élite dans le Connecticut, elle a rapidement eu l'impression de ne pas être à sa place. Chunk 2. L'école avait été fondée en 1890 et était remplie de filles de familles riches. Ali était là grâce à une bourse d'études, ce qui la faisait remarquer. Tandis que les autres parlaient de vacances et de domaines à la campagne, la famille d'Ali avait à peine assez d'argent pour joindre les deux bouts. Les garçons qui venaient à leur bal venaient de Yale, Princeton, Harvard et ainsi de suite. Elle savait qu'elle ne faisait pas partie de ce monde. Elle réussissait bien à l'école, surtout en littérature et en art, et occupait même des postes de direction. Mais rien de tout cela n'effaçait le sentiment de pauvreté qu'elle ressentait par rapport à ses camarades de classe. Ce sentiment de ne pas appartenir durera tout au long de sa vie. Cela lui donnait l'impression qu'elle avait toujours quelque chose à prouver, qu'elle avait toujours besoin de gagner sa place dans n'importe quelle pièce. L'argent était toujours un problème à la maison. Ses deux parents étaient des artistes commerciaux, mais la consommation d'alcool et la colère de son père l'empêchaient de conserver un emploi stable. Frances devait donc travailler sans arrêt pour essayer de maintenir la situation à flot, tout en cachant sa propre vérité. La famille a dû déménager sans cesse, sans jamais s'installer longtemps au même endroit. Ils ont rebondi entre différentes maisons à New York, sans jamais être vraiment stables. Ali a grandi sans véritable point d'ancrage et sans amis de longue date. Chaque fois qu'elle s'habituait à un endroit, il devait partir.
Le stress de ne pas savoir ce qui allait se passer, combiné aux crises de colère de son père, donnait l'impression que la vie consistait plus à survivre qu'à grandir. Des années plus tard, Ali dira que cette instabilité l'a poussée à chercher la sécurité au mauvais endroit. Elle n'a cessé de tomber amoureuse d'hommes qui lui donnaient l'impression de la secourir, car, enfant, elle n'en avait jamais eu. Son frère aîné, Dick McGrath, a vécu les mêmes saines choses, mais les a gérées différemment. Il était également artiste, mais le chaos qui les entourait a eu un impact important sur sa santé mentale. La rage de leur père, l'identité cachée de leur mère, les déménagements, la pauvreté, tout cela s'est accumulé. Dick a dit un jour qu'Ali avait une colère irlandaise qui mijotait en arrière-plan, montrant que même elle portait une partie de cette chaleur familiale en elle. Ali a écrit plus tard dans son livre Moving Pictures que le fait d'essayer de gérer les difficultés de son frère, en plus du mariage toxique de ses parents, l'a laissé coincée dans un cycle. Elle n'a cessé de choisir des hommes dominateurs qui semblaient forts parce que cela lui rappelait étrangement sa maison. Ce chaos lui paraissait familier même lorsqu'il lui faisait mal. Après avoir obtenu son diplôme du Wellesley College en 1960, Ali, âgé de 21 ans, a accepté un emploi chez Harper's Bazaar, ne gagnant que 50 $ par semaine. Elle travaillait directement sous la direction de la légende de la mode Diana Vreeland. L'environnement était intense et Ali l'a souvent comparé au diable s'habille en Prada. Vreeland a un jour jeté son manteau sur Ali, s'attendant à ce qu'elle l'accroche comme une servante, mais Ali l'a immédiatement renvoyé. Ce moment a montré son esprit, et étonnamment, cela lui a valu un certain respect. Chunk Troas. De 1960 à 1966, elle est restée sur ce poste et a appris tout ce qu'elle pouvait. Elle a habillé des personnalités célèbres comme Jackie Kennedy et a absorbé la nature impitoyable du monde de la mode. Ces années l'ont préparée à ce qu'Hollywood lui réserverait plus tard. En 1965, elle est devenue connue dans toute l'Amérique après avoir joué dans la publicité Polaroid Swinger. Elle a été tournée sur une plage et Ali était en bikini, se promenant dans les vagues pendant que la ritournelle de Barry Manilow jouait Meet the Swinger Polaroid Swinger. L'appareil photo coûtait exactement 19,35 $ et, grâce à son charme à l'écran, il est devenu un best-seller. Cette publicité a fait d'elle le visage des années 60 et lui a ouvert les portes à d'autres contrats. De mannequinat, notamment une campagne pour Chanel numéro 5. Mais la célébrité n'était pas synonyme d'argent. Elle n'était souvent payée que 50 $ pour des publicités importantes, tandis que les photographes et les agences en empochaient beaucoup plus. Entre 1963 et 1967, Ali a vécu dans des conditions difficiles, dormant sur des planchers nus sans meubles de base, séjournant parfois chez un acteur en difficulté et son petit terrier écossais nommé Grounds. Ce chien est devenu l'une de ses seules sources de réconfort. Ces années difficiles lui ont appris qu'elle avait besoin de plus de contrôle sur sa carrière et que le métier d'actrice lui semblait être une issue. En 1968, elle a obtenu un petit rôle dans un film intitulé A Lovely Way to Die avec Kirk Douglas. Son rôle n'était pas crédité et les critiques ont été dures. Les critiques étaient si mauvaises qu'elle a eu envie d'abandonner. Elle a dit plus tard, « Quand j'ai vu ces critiques, j'ai su que j'étais dépassée. Mais au lieu d'abandonner, elle a commencé à étudier sérieusement le jeu d'acteur avec méthode. Cet échec a allumé un feu en elle. Un an plus tard, en 1969, elle a fait une performance remarquable dans Goodbye Columbus, prouvant à tout le monde qu'elle avait du talent. Entre 1966 et 1968, sa vie personnelle a également changé. Elle avait épousé un homme de Harvard, mais le mariage n'a duré que 18 mois. Ali a dit plus tard, « Nous étions des enfants, nous n'avions rien à nous dire, sauf des banalités. » Pendant cette période, elle a également lutté contre son poids. Elle avait pris trop de poids pour faire du mannequinat, ce qui l'a poussée encore plus vers le métier d'actrice. Ces années ont été pleines de revers. Mais elle a continué.
Elle s'est reconstruite à partir de rien. Lorsque le tournage de Love Story a commencé en 1970, les choses ont rapidement dégénéré. Le film était initialement censé être tourné à Harvard, mais la presse et le public ont inondé le campus. La foule est devenue un tel problème que l'université a expulsé toute la production. Ils ont dû déménager au City College de New York pour terminer le tournage. Les photographes étaient partout et des rumeurs circulaient sur Ali et sa co-star Ryan O'Neal. Chunk, 4. À l'époque, ils étaient tous les deux mariés à d'autres personnes. Plus tard, Ali a admis qu'ils avaient besoin de vrais sentiments l'un pour l'autre. La pression était si forte que même le réalisateur a voulu démissionner. Ali a dit qu'elle était terrifiée par cette attention. Elle n'avait aucune idée de comment gérer ce genre de célébrité. Elle est devenue l'une des premières célébrités à vivre véritablement le fait d'être assaillie par la presse. Cela a changé la façon dont les gens voyaient la célébrité et la façon dont elle se voyait elle-même. Sa performance dans Love Story n'était pas seulement du jeu d'acteur. Elle s'est inspirée d'une vraie douleur. Le personnage de Jenny, qui était mourante, lui semblait proche. Ali a pensé aux rêves artistiques perdus de sa mère et a utilisé cette tristesse pour alimenter son rôle. Elle a même passé du temps avec de vrais patients en phase terminale pour comprendre ce que mourir signifiait et ressentait. Chaque jour sur le plateau, elle devait revivre ce chagrin. L'émotion à l'écran était réelle parce qu'elle s'effondrait à l'intérieur. Cela a marché. Le public a cru à chaque larme. Mais l'expérience a laissé des marques qui ne se sont pas cicatrisées facilement. Pendant ce temps, Steve McQueen est né le 24 mars 1930 à Beech Grove, dans l'Indiana. Son vrai nom était Terrence Stephen McQueen. Dès le début, la vie a été difficile. Son père est parti avant même sa naissance et sa mère était encore une adolescente qui luttait contre l'alcool et qui travaillait dans la rue. Elle ne pouvait pas l'élever, alors elle l'a envoyé vivre avec son frère Claude dans une petite ferme à Slater, dans le Missouri. Mais même là, les choses ne se sont pas améliorées. Steve a dit plus tard que son oncle ne le traitait pas bien et ne pouvait pas lui donner les soins appropriés. Quand il a eu 14 ans, Steve en a eu assez. Il s'est enfui de la ferme et a fini par se retrouver à Los Angeles, vivant dans la rue et rejoignant un gang local juste pour survivre. Cette vie difficile a laissé des cicatrices qui resteraient avec lui pour toujours. Ses premières années ont façonné sa façon d'agir à la fois dans la vie réelle et à l'écran. La colère silencieuse, le tranchant, la façon dont il se tenait. Tout cela venait de ces jours où il n'avait rien ni personne. Chunk 5. En avril 1947, alors que Steve n'avait que 17 ans, il s'est engagé dans les Marines américains, espérant peut-être que l'armée lui donnerait une structure. Mais les problèmes l'ont suivi là aussi. Il a été promu soldat de première classe, puis rétrogradé soldat, non pas une ou deux fois, mais 7 fois différentes. Le pire moment est arrivé lorsqu'il a pris un congé de fin de semaine et l'a transformé en une escapade de 2 semaines avec sa petite amie. Lorsque la police militaire est venue l'arrêter, il a résisté. Cela lui a valu une peine de prison militaire de 41 jours. Pendant les 21 premiers jours, il n'a reçu que du pain et de l'eau. En 1949, il a de nouveau été pris en train de déserter de son camp en Caroline du Nord et a été condamné à une nouvelle peine de 30 jours de confinement et à une amende de 90 $. Mais même avec toutes ces infractions au règlement, il y avait un autre côté de lui. Lors d'un accident d'entraînement, Steve a aidé à sortir 5 Marines du danger et il a été félicité pour cela. Lorsqu'il a quitté les Marines en 1950, c'était avec une décharge honorable. En 1952, il a utilisé le GI Bill pour déménager à New York et étudier le théâtre. Il s'est inscrit au Neighborhood Playhouse de Sanford Meisner et a également appris auprès d'Utah Hagen au HB Studio. Pour joindre les deux bouts, il a occupé de petits emplois, principalement comme mécanicien. Il a également commencé à faire de la course de moto, ce qui lui a rapporté de l'argent supplémentaire et une énorme poussée d'adrénaline. Ces années ont été importantes.
Il apprenait à jouer à la comédie auprès des meilleurs professeurs tout en conservant son côté tranchant des rues et ses compétences avec les machines. Tout cela allait plus tard se retrouver dans les personnages qu'il a joués. La première grande occasion de Steve s'est présentée avec l'émission télévisée Wanted, Dead or Alive. Elle a commencé à être diffusée le 6 septembre 1958. Il jouait Josh Randall, un chasseur de primes et un vétéran de la guerre de Sécession. Il recevait 750 $ par épisode, ce qui était un salaire solide à l'époque. L'émission est devenue un énorme succès, durant 94 épisodes sur 3 saisons jusqu'en 1961. Elle a attiré plus de 28 millions de téléspectateurs par épisode au cours de ses 2 premières saisons. Son style calme mais intense dans cette émission a fait de lui une star et il est devenu l'un des premiers acteurs de télévision à passer avec succès au cinéma. Mais Steve n'était pas seulement connu pour son jeu d'acteur. Il aimait la course et cette partie de sa vie lui a apporté encore plus de dangers. En 1957, il a été victime d'un grave accident lors d'une course de moto à Lake Elsinore, en Californie. Il s'est rétabli, mais il s'en est fallu de peu. Puis, en 1970, 2 semaines seulement avant une course importante à Sebring, il s'est cassé la cheville gauche dans un autre accident de moto. Chunk 6. Pourtant, il s'est présenté à la course avec un plâtre au pied et a réussi à rester à seulement 2 ou 3 secondes derrière son coéquipier professionnel, Peter Revson. Ce genre de détermination a ajouté à sa légende. Il ne se contentait pas de jouer les durs, il l'était vraiment. L'un de ses rôles les plus commentés est celui qu'il a tenu dans Les 7 mercenaires en 1960. Il jouait Vin Tanner. Et même si Yul Brynner était la vedette, Steve n'a cessé d'attirer l'attention sur lui. Pendant que Brynner récitait que ses répliques, Steve bougeait, ajustait son chapeau, vérifiait son arme, tout ce qu'il pouvait pour rester dans le champ de vision du spectateur. Brynner était furieux. Il a qualifié Steve de difficile et de non professionnel et ils se sont disputés tout au long du tournage. Mais la performance de Steve s'est démarquée. Il est passé de 65 000 $ par film à 100 000 $ après ce rôle. Ce film a contribué à cimenter sa réputation de roi du cool. En 1963, il a repris le rôle du capitaine Virgil Hilts dans La Grande Évasion. Les scènes de moto sont devenues légendaires, en particulier celle où la moto saute par-dessus une clôture de barbelés. Steve a fait la plupart des cascades lui-même, même si le saut final a été réalisé par le cascadeur Bud Atkins. Ils ont utilisé une moto Triumph ordinaire, pas une moto de cascade appropriée, et Steve a atteint des vitesses supérieures à 95 km/h. Il n'y avait pas de câbles de sécurité ni d'effets spéciaux. Tout était réel et aurait pu très mal tourner, mais c'était une partie de ce qui faisait de lui ce qu'il était. Il voulait le danger. Puis vinrent les canons de Saint-Sébastien en 1966. Le tournage à Taïwan était censé durer 9 semaines. Il a duré 7 mois. Les problèmes n'ont pas cessé. Mauvais temps, problèmes politiques, maladies, même un bateau qui a chaviré avec tout le matériel de sonorisation. Steve a contracté une infection dentaire si grave qu'elle est devenue un risque sérieux pour sa santé. Il a refusé de se faire soigner à Hong Kong à cause d'un différend fiscal. Il s'est même disputé avec le réalisateur Robert Wise. Mais malgré tout cela, il a livré l'une de ses meilleures performances et a obtenu sa première et unique nomination aux Oscars pour le meilleur acteur. Il a été payé 650 000 $ pour le rôle et a également obtenu une part des bénéfices du film. Chunk 7. Dans l'affaire Thomas Crown en 1968, Steve voulait se débarrasser de l'image de dur à cuire. Il a joué un riche cerveau et a négocié un énorme chèque de paie, 750 000 $ plus 15 % des bénéfices après le seuil de rentabilité. C'était plus que ce que Sidney Poitier et Rod Steiger ont gagné ensemble dans La chaleur de la nuit. Steve a intégré son amour réel des échecs dans le film. La scène d'échecs séduisante avec Faye Dunaway était basée sur une véritable partie de 1898 à Vienne.
Il portait des costumes à 350 $ et une montre Pat Fipe à 250 $. Pour une fois, il a joué poli au lieu de brut, tout en conservant cette intensité tranquille. Plus tard, cette même année, Bullitt s'est sorti en salle. Il comportait l'une des poursuites en voiture les plus célèbres jamais filmées. Steve conduisait une Ford Mustang GT Fastback de 1968 avec un puissant moteur V8. Il a atteint des vitesses de 225 km/h dans les rues de San Francisco. Il n'y avait pas d'effet numérique, pas de faux décors, juste de vraies voitures qui volaient dans de vraies rues. Il s'est entraîné toute la journée sur un circuit, mais l'assurance ne lui permettait toujours pas de réaliser les cascades les plus dangereuses. Pourtant, cette scène a changé la façon dont les poursuites en voiture étaient filmées pour toujours. En 2020, la même Mustang s'est vendue pour 3,7 millions de dollars. En 1971, Steve a rencontré Ali McGrath. Elle était mariée au producteur Robert Evans à l'époque, mais Steve était déjà intéressé. Lorsqu'il s'est présenté chez elle pour lui offrir un rôle dans Guet-apens, des étincelles ont jailli. Ils ont commencé le tournage le 7 février 1972 au Texas, et la chimie entre eux était intense. Steve a rapidement commencé à l'inviter à des dîners privés. Elle a dit qu'elle était obsédée par lui dès le début, et ils savaient tous les deux où cela allait mener. À la fin du tournage, elle avait quitté son mari et emménagé avec Steve dans sa maison de Malibu. Leur liaison est devenue l'un des plus grands scandales d'Hollywood. Pendant leur séjour au Texas, loin des regards du public, Steve s'est ouvert à elle. Il a parlé d'avoir été abandonné lorsqu'il était enfant et de la façon dont cela l'avait rendu méfiant envers les femmes. Il ne supportait pas de la voir jouer des scènes romantiques avec d'autres hommes à l'écran. Il se fâchait sur le plateau et le réalisateur Sam Peckinpah avait du mal à garder le contrôle. Des bouteilles ont été jetées et des disputes ont éclaté. Mais rien n'a empêché la relation de progresser. À la fin de 1972, Steve et Ali avaient tous deux demandé le divorce. Chunk, 8. Pour Ali, c'était particulièrement douloureux. Elle a perdu la garde de son jeune fils, Josh, né en 1961. Elle a dit plus tard que perdre le contact quotidien avec son fils était son plus grand regret. Le public a vu toute l'affaire se dérouler et cela a nui à sa réputation. Steve et Ali se sont mariés le 12 juillet 1973 dans son ranch du Wyoming. Mais avant le mariage, il lui a fait signer un contrat de mariage. Il stipulait que s'il divorçait, elle ne recevrait pas un centime. Des amis l'ont averti de ne pas le signer, mais elle l'a fait. Après le mariage, Steve McQueen ne voulait plus qu'elle travaille. Elle venait de devenir l'une des plus grandes stars d'Hollywood après son immense succès dans Love Story en 1970. Mais McQueen lui a dit clairement « Aucune femme à moi ne travaille ». Alors, elle a tout abandonné. Elle a refusé le rôle principal dans Gatsby le Magnifique, un film qu'elle avait contribué à mettre en production. Pire encore, elle a dû refuser un rôle dans Le Parrain, deuxième partie, qui est devenu l'un des films les plus célèbres de tous les temps. Dans son livre Moving Pictures de 1990, elle a dit qu'elle avait abandonné sa carrière, non seulement à son apogée en termes de popularité, mais aussi en termes de potentiel de revenus. Au lieu de jouer la comédie, elle est restée à la maison, comme McQueen le voulait. Il vivait dans une maison de 17 millions de dollars à Malibu. Elle ressemblait à un rêve de l'extérieur avec vue sur l'océan et accès à une plage privée, mais McQueen l'a remplie de caméras cachées. Il ne lui faisait pas confiance. Il l'observait grâce à la surveillance toute la journée et passait même au crible chaque appel téléphonique. Ses amis ont cessé d'appeler parce que McQueen répondait toujours d'un ton froid et irrité. Elle a dit qu'elle avait l'impression d'être surveillée tout le temps, même à l'intérieur de leur propre maison. Cela a commencé juste après leur mariage et n'a fait qu'empirer. Avant son mariage, McGraw avait gagné des millions grâce à Love Story. Mais McQueen lui a fait mettre tout l'argent sur des comptes communs qu'il était le seul à contrôler. Il lui a fait signer un contrat de mariage qui la laissait sans rien s'il divorçait. Elle ne pouvait même pas acheter des choses sans lui demander d'abord.
Pendant ce temps, il conservait l'argent de ses films Bullet et Guet-Apens sur ses propres comptes privés. Lorsqu'ils ont divorcé en août 1978, elle est repartie sans le sou. Tous ses millions avaient disparu et elle n'y avait plus accès. McQueen l'a également isolé de tout le monde. Chunk 9. Il répondait à tous ses appels téléphoniques et décidait à qui elle pouvait parler. Ses amis ont même eu peur d'appeler à la maison. Une fois, elle a eu une simple conversation avec un collègue masculin et McQueen a explosé de rage, brisant le téléphone pendant leur dispute. Il n'arrêtait pas de l'accuser de tromperie, même lorsqu'il n'y avait aucune raison. Elle a dit plus tard que ces moments lui donnaient l'impression d'être interrogée, comme l'Inquisition. Au fil du temps, elle a dit qu'elle était devenue quelqu'un d'autre, faisant semblant d'être le genre de femme qu'il voulait, cachant qui elle était vraiment. En 1974, un an seulement après leur mariage, McGrath a fait une fausse couche. McQueen n'a montré aucune sympathie. Au lieu de la réconforter, il a imputé la perte à son stress et à son ambition. Cela est arrivé après qu'il lui ait dit d'arrêter de travailler et de se concentrer uniquement sur le fait d'être une épouse et une mère. Ce moment a révélé le peu de soins émotionnels qu'il lui accordait. Elle était déjà perdue et seule, et cela n'a fait qu'aggraver la situation. Leur problème n'était pas seulement émotionnel. La colère de McQueen s'est transformée en violence physique. Lors du tournage de Guet-Apens en 1972, il l'a giflée violemment pendant une scène, et cela ne faisait pas partie du scénario. Elle était tellement choquée qu'elle a oublié ses répliques. En 1975, il la frappait plus souvent, surtout lorsqu'il était ivre ou défoncé. Lors d'une fête à Hollywood, il l'a frappée devant des gens après être devenu jaloux. Elle a dissimulé les bleus avec du maquillage. Une fois, il l'a épinglée contre le mur, la secouant pendant l'une de ses crises de jalousie. Des amis ont vu des bleus en forme de doigts sur ses bras. Elle leur a dit que ce n'était que des accidents. En 1974, lors du tournage de La Tour Infernale, McQueen a commencé une liaison avec le mannequin Lauren Houghton. Il n'a pas essayé de le cacher. Il a emmené Houghton aux mêmes endroits où il avait l'habitude d'aller avec McGrath. Il lui a même décrit des détails sexuels sur Houghton, les comparant cruellement. L'équipe de tournage a vu McQueen et Houghton se montrer ouvertement affectueux sur le plateau pendant que McGrath se tenait à proximité. Lorsqu'elle lui a posé des questions à ce sujet, il l'a nié, mais il s'en est vanté auprès d'autres personnes. Il a laissé des photos de lingerie de Houghton dans sa caravane, sachant que McGrath les trouverait. McQueen l'a également entraîné dans sa consommation de drogue. Chunk 10. À partir de 1973, ils ont commencé à consommer de la cocaïne ensemble. Parfois, il restait éveillé pendant des jours. Il la questionnait sans cesse, tout en enregistrant ses réponses, convaincu qu'elle l'avait trompé. Une fois, un ami l'a trouvé évanoui dans la salle de bain après l'une de leurs soirées de cocaïne. Pour se remettre de ces moments d'euphorie, elle a commencé à boire davantage. Ce qui avait commencé comme quelques verres de vin est devenu des bouteilles entières de vodka. McQueen lui a donné à la fois la cocaïne et l'alcool, la gardant accro et dépendante de lui. Un soir de 1976, les choses sont allées trop loin. Dans leur maison de Trancos Canyon, McQueen a pointé un revolver 38 chargé sur sa tête pendant plus de 30 minutes. Il n'arrêtait pas de mettre et d'enlever la sécurité, déplaçant l'arme vers son cou et sa tempe, exigeant qu'elle avoue des liaisons qu'elle n'avait jamais eues. Les voisins l'ont entendu crier. Il avait fait des choses similaires avec sa première femme, Neela Adams, en France en 1971. Mais avec McGrath, l'arme était chargée. Il avait commencé à acheter des armes après les meurtres de Manson, disant qu'elles étaient pour sa protection, mais il les utilisait surtout pour lui faire peur. Il les nettoyait et les chargeait devant elle en enclenchant les balles en place tout en la questionnant. Il jouait avec ses émotions. Un soir de 1975, elle s'est renseignée sur ses dépenses et il l'a enfermée dehors. Elle a dû dormir dans sa voiture pendant qu'il restait à l'intérieur avec une autre femme. D'autres fois, il agissait avec amour, lui achetait des bijoux ou l'emmenait en voyage. Mais ensuite, il l'humiliait à nouveau,
comme en la forçant à servir le dîner à d'autres femmes qu'il avait invitées et à les faire asseoir à sa place à table. De 1973 à 1978, il a refusé de la laisser accepter des rôles au cinéma. Elle a perdu environ 2 millions de dollars pendant ces 5 années. Il surveillait ses appels, lisait son courrier et lui interdisait de voir d'autres actrices. Lorsqu'elle a fait une autre fausse couche en 1976, il n'a montré aucune sympathie. Il l'a même accusé de l'avoir fait exprès pour le blesser. En 1977, McGraw a finalement demandé le divorce. Mais ce contrat de mariage qu'elle a signé en 1973 signifiait qu'elle n'obtenait rien. Elle n'a obtenu aucune propriété, aucun argent, pas même une partie de son assurance vie, à l'exception d'une petite police de 100 000 $. Après 5 ans de mariage, elle est partie avec juste ses vêtements et sans emploi. Avant le mariage, elle avait gagné plus d'1 million de dollars grâce à Love Story. Chunk 11. Maintenant, elle n'avait plus rien. Après le divorce en 1978, McQueen a commencé à répandre de fausses histoires à son sujet. Il a dit aux gens d'Hollywood qu'elle était instable et difficile à travailler avec elle. Cela a détruit sa carrière. Les producteurs et les réalisateurs ont cessé d'appeler. La femme qui avait autrefois remporté des Golden Globes et été nominée pour un Oscar était maintenant considérée comme un problème. McQueen a fait croire qu'elle avait ruiné son précédent mariage avec Robert Evans et qu'elle était impossible à travailler avec elle. Rien de tout cela n'était vrai, mais cela l'empêchait de trouver du travail. Elle a dit plus tard qu'elle se sentait complètement vide, comme s'il ne restait plus rien à l'intérieur d'elle. Puis est venu le coup de grâce. En janvier 1980, McQueen a épousé le mannequin Barbara Minty, âgée de 25 ans. Il était déjà mourant d'un cancer. Il est décédé quelques mois plus tard, en novembre 1980, à l'âge de 50 ans. Mais en épousant Minty avant son décès, il s'est assuré que McGraw ne reçoive rien. Ses 12 millions de dollars de succession sont allés à ses enfants et à Minty. Elle a reçu ses effets personnels, ses collections de voitures et ses droits d'auteur de films. McGraw, qui avait tout abandonné pour lui, n'a rien obtenu. Après le divorce, les problèmes financiers de McGraw étaient si graves qu'elle a dû mettre aux enchères ses effets personnels juste pour payer ses factures. Elle était sans emploi depuis 5 ans et était maintenant considérée comme une vieille nouvelle. Elle a dû accepter tous les rôles qui se présentaient, aussi petits soient-ils. Elle est passée des jets privés de luxe à une survie difficile. Elle s'est tournée vers l'alcool pour faire face à la situation. Elle a dit qu'elle avait touché le fond. En 1978, dans l'une de ses premières interviews après le divorce, elle a dit qu'elle regrettait d'avoir épousé McQueen. Elle l'a qualifié de vicieux et d'instable. Bien qu'elle n'ait pas révélé toute la vérité à l'époque, elle a dit qu'il lui avait interdit de faire des scènes romantiques et qu'il l'interrogeait pendant des heures. Elle a admis qu'il avait un jour pointé une arme sur sa tête. Ils ont tous les deux été infidèles à la fin, essayant d'échapper à un mariage qui était déjà brisé. Elle a dit qu'elle s'était complètement changée pour être la femme qu'il voulait, mais elle a perdu qui elle était vraiment. En 1986, McGraw est entrée au Betty Ford Center, Chunk 12. Elle pensait qu'elle était là pour un cœur brisé, mais elle s'est vite rendue compte qu'elle avait un problème d'alcool. Elle a dit au médecin qu'elle buvait une bouteille de vin tous les soirs. Au Betty Ford Center, elle a finalement fait face à la vérité. Elle a dit « Être amoureuse était ma véritable drogue de choix. Le traitement coûtait 21 000 $ par mois. Cela a changé sa vie. Elle a compris que sa célébrité et son argent lui avaient permis de cacher sa douleur pendant des années. En 1991, elle a publié ses mémoires, Moving Pictures. Dans ce livre, elle a dit la vérité sur les abus de McQueen, émotionnels, physiques et financiers. Elle a écrit qu'il agissait sa rage et sa méfiance sur toutes les femmes qu'il rencontrait, en particulier ses épouses. Elle a dit que cela venait de la douleur d'avoir été abandonnée par son père. Certains fans l'ont critiqué pour s'être exprimé, mais de nombreuses femmes ont trouvé de la force dans son histoire. En 2018, elle a donné une autre interview. Elle avait alors 69 ans et était sobre depuis plus de 30 ans. Elle a dit
J'aurais aimé que nous ayons tous les deux vieilli sobres. Elle a repensé à leur amour avec des sentiments mitigés. Il y a eu des moments heureux, mais la douleur et la toxicomanie l'ont gâché. Elle a admis qu'elle avait également joué un rôle dans cette situation, en approuvant son comportement et en ignorant ses propres besoins. En 1994, elle a déménagé à Santa Fe, au Nouveau-Mexique. Elle a définitivement laissé Hollywood derrière elle. Elle s'est concentrée sur le yoga, la méditation et l'aide aux autres. Elle est devenue active dans le sauvetage d'animaux et a soutenu les survivants de violences domestiques. Elle a dit que Santa Fe lui avait donné la paix, l'espace et la guérison. Elle a cessé de courir après la célébrité et a commencé à vivre pour elle-même.